Mes étudiants de deuxième année, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 2 de la séance de TD numéro 6 qui est consacré à l'équilibre général et l'optimum de Pareto. Dans cet exercice, on est toujours dans une économie d'échange composée de deux consommateurs et de deux biens. Les ressources initiales de l'économie se répartissent entre les deux consommateurs et elle est de la manière suivante. X, le consommateur numéro 1, dispose de 5 unités de X et de 5 unités de Y, et le consommateur 2 dispose de 5 unités de X et de 5 unités aussi de Y. Les préférences de ces deux consommateurs sont représentées par des fonctions d'utilité. Pour le consommateur 1, la fonction d'utilité U1 est la racine de x1 fois racine de y1 ou racine de x1 fois y1 ou x1 à la puissance 1 demi y1 à la puissance 1 demi, c'est la même chose. Et l'utilité de consommateur numéro 2 est égale le produit des deux quantités x2 et y2. Px et Py sont respectivement les prix du bien x et du bien y. Et la première question, définir et déterminer le cœur de cette économie. Le cœur de l'économie, c'est tout simplement les optimums de Pareto individuellement rationnels ou les allocations Pareto optimales qui sont individuellement rationnelles. Donc voilà, je vous ai mis ici donc, les deux conditions qui permettent de classer un bien dans l'économie, dans le cœur de l'économie. Il faut que il soit Pareto optimal, et il faut aussi qu'il soit individuellement rationnel. Deuxième partie de la question, il nous demande de déterminer donc le cœur de cette économie. On va déterminer l'optimum de Pareto ou les allocations Pareto optimales. C'est le même raisonnement, donc le consommateur 1, il va maximiser sa fonction d'utilité sous sa contrainte de budget. La fonction d'utilité, c'est x1, racine de x1 fois racine de y1. La contrainte de budget, c'est les ressources. Ces ressources, il dispose de 5 unités de x qui va lui rapporter 5 fois P de Px, donc la valeur, on va dire, monétaire de 5 unités de x, plus la valeur monétaire de 5 unités de y, c'est le revenu qui va être réparti entre la consommation du bien x qui va lui coûter x1 fois p de x et la consommation du bien y qui va lui coûter y1 fois p de y. Lagrange s'écrit de la forme suivante et qui dépend de x1, y1 et lambda. La fonction d'utilité plus lambda facteur, la contrainte budgétaire, la différence entre ressources moins dépenses. Condition de premier ordre, ça veut dire on va chercher l'extrémum. L'extrémum, la dérivée est nulle. On dérive Lagrange par rapport à x1, par rapport à y1 et par rapport à lambda. Et à l'extrémum, la dérivée est nulle. Je dérive par rapport à x, donc ça fait racine de y. La dérivée de x1 par rapport à x1, c'est 1 sur 2 racine de x1, 1 sur 2 racine de x1. Donc y1 sur, qui est moins ou plus la dérivée de cette expression par rapport à x1, ça fait moins lambda p de x. Et donc, quand je passe moins lambda p de x de l'autre côté, devient égal lambda p de x, l'équation numéro 1. Je fais la même chose pour y1. La dérivée de y1, donc ça fait racine de x1 sur 1 sur 2 racine de y1. Et pareil, plus la dérivée en y1, ça fait moins p de y fois lambda égale 0. Je passe lambda moins lambda p de y de l'autre côté, devient égal lambda p de y. C'est l'équation numéro 2. Et par rapport à lambda, donc, si je dérive Lagrange par rapport à lambda, donc il me reste cette expression égale à 0. Et je passe ça de l'autre côté, on retrouve, on a dit tout simplement la contrainte de budget. Après, donc c'est la contrainte de budget. Là, j'ai mis juste facteur commun 5. Ça ne m'évite pas d'écrire chaque fois 5p de x plus 5 fois p de y. Donc j'ai mis 5 en facteur. 5 fois p de x plus p de y est égal à x1 p de x plus y1 p de y. Toujours les mêmes étapes. Pour résoudre ce système, on divise l'équation 1 par l'équation numéro 2. Donc, ça divisé par ça. On simplifie avec 1 demi, 1 demi. Ici, donc, ça fera racine de y1 sur racine de x1 sur
racine de x1 sur racine de y1, donc a sur b sur c sur d, c'est a sur b fois d sur c. Donc ça fera racine de y1 sur racine de x1 fois racine de x1 sur racine de y1, pardon, fois racine de y1 sur racine de x1. Donc il y aura racine de y1 fois racine de y1, ça fait y. Et racine de x1 fois racine de x1, ça fait x. Donc il me reste y1 sur x1 qui est égal au rapport des prix p de x sur p de y. Donc cette forme de fonction, on l'a déjà vue auparavant, c'était seulement sous forme de x1 à la puissance 1 demi, y1 à la puissance 1 demi, c'est la même chose. On isole y1 qui fait p de x sur p de y fois x, on remplace l'équation 4 dans la contrainte de budget, et en remplaçant, tout simplement, cette expression reste comme elle est. Ici, on aura x1 p de x, et plus y1, c'est cette expression, fois p de x, et on simplifie avec p de y, il nous reste p de x, x1 ou x1 p de x, x1 p de x plus x1 p de x, ça fera 2x1 p de x, et donc cette expression sur 2p de x. Donc x1, cette expression, divisé par 2p de x. Parce que de ce côté, on va avoir 2p de x fois x1. Et quand on isole x1, on divise par 2p de x. Donc je sépare ici, donc ça fera 5p de x sur 2p de x, et ça fera 5 sur 2, parce qu'on va simplifier avec p de x, p, plus 5p de y sur 2p de x, plus 5p de y sur 2p de x. Voilà. On fait la même chose, une fois qu'on a x1 étoile, je remplace x1 étoile dans l'équation 4. Je prends cette expression, je le remplace ici, ça fera toujours 5 sur 2 plus 5 sur 2 p de y, p de x, fois p de y sur p de x, et donc il y aura p de x sur p de y ici fois 5 demi, et ici on va simplifier avec p de x sur p de y, ça sera 5 sur 2, donc ça fera 5 demi ici 5 demi fois p de y sur p de x sur p de y. Voilà. On retrouve après la même chose, juste c'est pas le même rapport, c'est le rapport des prix qui, ici c'est l'inverse de celui. On fait la même chose pour le consommateur numéro 2, donc la fonction consommateur numéro 2, donc il est beaucoup plus simple que par rapport à 1, donc c'est x2 fois y2. Donc le programme du consommateur, il va maximiser sa fonction d'utilité sous sa contrainte. Donc je rappelle que sa contrainte, il dispose de 5 de x2 et de 5 de y. Donc 5x2 va lui rapporter 5 fois p de x, et y, il va lui rapporter 5 fois p de y, qui va le dépenser, bien sûr, en achetant x2 fois p de x et xy2 fois p de y. Et on a la contrainte de budget qui est à peu près la même chose que du consommateur 1, vu qu'ils ont les mêmes quantités. Les conditions premières, donc j'ai pas refait tout le raisonnement parce qu'il est beaucoup plus simple que celle-là. Donc vous refaites les mêmes étapes, vous allez retrouver la même chose. Donc x2 étoile, c'est 5 demi plus 5 demi sur p de y sur p de x, et 5 y2 étoile, c'est 5 demi plus 5 demi fois p de x sur p de y. Il faut qu'on détermine le rapport des prix. Un équilibre général, l'offre égale la demande, ou la demande égale l'offre. Donc la demande, c'est x1 étoile plus x2 étoile. Donc x1 étoile plus x1 étoile qui est là, plus x2 étoile qu'on a trouvé ici, qui est égal à 10, les ressources initiales de l'économie, c'est 10, parce que de x c'est 10, donc il y a les consommateurs 1 qui disposent de 5 unités de x, et le consommateur numéro 2 qui dispose de 5 unités de x, donc la dotation initiale totale c'est 5 plus 5, c'est 10. La même chose pour y, c'est y étoile 1 plus y étoile 2 qui est égal à 10, parce que chaque consommateur dispose de 5 unités de y, donc la ressource initiale totale c'est 5 plus 5, 10. Oui, bien, donc là c'est facile à simplifier. Donc 5 sur 2 plus 5 sur 2, ça fait 10 sur 2 et ça fait 5. Donc si vous voulez passer de l'autre côté, ça sera 10 moins 5, vous aurez un 5 ici. Et 5 sur 2 p de y sur p de x plus 5 sur 2 p de y sur p de x, ça fait 10 sur 2 p de y sur p de x, et 10 sur 2 ça fait 5. Donc 5 p de y sur p de x égale à 5. Donc p de y sur p de x est égal à 5 sur 5 est égal à la même chose qu'ici. Donc 5 sur 2 qui est là,
5 sur 2 et 5 sur 2, ça fait 10 sur 2, ça fait 5. Vous les passez de ce côté ici, il ne reste que 5. Et après 5 sur 2, P de xy plus 5 sur 2, P de xy, ça fait tout simplement 5. Donc si vous faites la somme de ça et ça, donc 5 P de x sur P de y. Et donc P de x sur P de y est égal à 5 divisé par 5, et ça fait 1. Donc le rapport des prix est égal à 1. On remplace, on met 1 ici, donc on sait que P de x sur P de y est égal à 1, P de y sur P de x est égal à 1. On commence par x1 étoile, 5 sur 2 plus 5 sur 2 fois 1, 5 sur 2 fois 1 c'est 1, c'est 5 sur 2 pardon. Donc 5 sur 2 plus 5 sur 2 ça fait 10 sur 2 et ça fait 5. Donc x1 étoile est égal à 5. x2 étoile 5 sur 2 plus 5 sur 2 fois 1, 5 sur 2 plus 5 sur 2, ça fait 10 sur 2, ça fait ici 5. Pour y1, 5 sur 2 plus 5 sur 2, pareil, fois 1, ça fait 10 sur 2, ça fait 5. Et pour y2 étoile, 5 sur 2 plus 5 sur 2 fois 1, ça fait 10 sur 2 et ça fait 5. Donc on retrouve 5. Donc en cas de concurrence parfaite, les consommateurs ils sont confrontés au même rapport des prix. Au même rapport des prix, que ce soit pour consommateur 1 ou consommateur numéro 2, P de x sur P de y dans le raisonnement, et pour l'autre, c'est la même chose, ça va être P de x sur P de y. Et je rappelle qu'à l'équilibre, on a dit, à l'équilibre optimal et à l'optimum de Pareto, le TMS du consommateur 1 est égal au TMS du consommateur 2, et on sait qu'à l'équilibre, le TMS est égal au rapport des prix, et vu que le rapport des prix est le même, donc forcément les deux TMS sont égaux. Donc en cas de concurrence parfaite, donc les consommateurs sont confrontés au même rapport des prix, le rapport des prix déterminé par le marché, et l'équilibre est dans le cœur de l'économie. Deuxième question, donc là il y a une petite remarque ici, mais je veux pas on va la traiter dans la troisième question, donc c'est pour ça que je ne veux pas m'avancer. Par rapport au 5,5, parce qu'on retrouve les mêmes quantités. Deuxième question, les contraintes budgétaires. Il nous demande à partir de l'écriture des CB, déterminer l'expression de la loi de Walras. À partir de l'expression de CB, d'une manière générale, comment on exprime les CB, les contraintes de budget ou les contraintes budgétaires. Dans une économie qui est composée de N consommateurs, et noté de I, consommateur I, avec I allant de 1 à N, ça veut dire on a N consommateurs, et on a L le bien, avec la notation suivante, H, c'est-à-dire chaque bien, on le note H, le bien H, pour H allant de 1 jusqu'à L. Donc, XIH, ça veut dire la demande de l'agent I du bien H. Donc, par exemple, XIH, c'est la demande du bien, la demande du consommateur I, ou la demande du bien H du consommateur I. La demande du bien H du consommateur I. Et la différence avec, c'est la dotation initiale en bien H du consommateur I. Donc H, c'est le bien, ou le marché, c'est un bien, un marché, et I pour le consommateur. Donc la contrainte de budget, on a vu que chaque consommateur ne peut pas dépenser plus que son revenu. Son revenu doit être inférieur ou égal, ça veut dire au maximum il dépense, ou les dépenses inférieures ou égales son revenu. Au maximum il dépense son revenu. Donc la somme, son revenu, on a dit que c'est le prix fois les dotations initiales. Pour un agent I, ou un consommateur I, c'est les dotations initiales dont il dispose fois le prix respectif pour H allant de 1 à N. C'est-à-dire s'il y en a par exemple ici deux marchés qu'on a vu X1 et X2, ça va être pour le consommateur I, ça va être X1 bar fois le prix de X1
plus x2 bar fois le prix de x2. C'est la même chose. Donc, d'une manière générale, quand on généralise, ça fait donc la somme des dotations initiales pondérées par leurs prix respectifs pour un consommateur I. Ça, c'est son revenu. Donc, on a dit qu'il doit être toujours supérieur ou égal à ses dépenses, mais sous l'hypothèse de non-saturation, plus il consomme, plus il est satisfait, et il dépense la totalité, et donc on passe à égal et non pas à inférieur ou égal. Et les dépenses, qu'est-ce qu'il va dépenser? Il va acheter les biens H, pour H allant de 1 à N, sa consommation des biens, fois leur prix respectif. XI, la consommation ou la demande du consommateur I, hein, pour le bien H avec H allant de 1 à L. Pour le bien 1, 2, 3, 4, 5, 1 jusqu'à L. Donc c'est juste de manière générale, c'est la même chose qu'on a fait dans la question précédente, sauf ici c'est de manière générale. Donc revenu est égal les dépenses. Donc ça c'est la contrainte de budget. Et il nous demande à partir de cette d'écriture ou à partir des CB de déterminer ou de réécrire la loi de Walras. Donc la loi de Walras, je répète donc la loi de Walras. Qu'est-ce qui nous dit la loi de Walras? C'est que la somme des demandes nettes pondérées par les prix est égale à 0. Avant de généraliser, donc sur un marché, demande nette d'un marché, d'un seul bien, d'un marché, et après on le généralise. D'un marché pour un seul bien. Donc la demande nette, c'est, on a dit, c'est XI, vous vous rappelez, X et étoile, je ne vais pas mettre X et étoile, donc c'est X et étoile moins X bar. Vous vous rappelez, donc ça, combien je consomme, combien j'avais en ressources initiales. C'est la demande nette du bien H, vu qu'on a plusieurs biens, on a plusieurs marchés. Ou là ici, on dit un marché, du marché H. Et qu'est-ce qu'on lui fait? Il est pondéré par rapport au prix. Et vu qu'on a plusieurs individus, il n'y en a pas que un, donc c'est la demande nette du consommateur, si j'en consommateur 1, plus la demande nette du consommateur 2, plus la demande nette du consommateur 3, toujours pour le marché H, pour le même marché. Donc c'est la somme avec I allant de 1 jusqu'à N. Et bien sûr, il faut qu'il soit pondéré par rapport au prix. Bon, je peux le sortir, mais bon. Pondéré par le prix, fois PH. Rien ne vous empêche de le sortir. Allez, je le sors comme ça. Bon. Parce que c'est une constante, c'est pour ça. Donc c'est une constante. Excusez-moi, donc voilà. Allez. Pondéré par le prix. Donc ça, c'est la demande nette sur un marché H, sur le marché H. Et si on veut le généraliser pour l'ensemble des marchés, donc ça va devenir la somme des demandes nettes. Donc je réécris juste pour un marché. On a dit que ça, c'est pour un marché. La somme demande nette de XI, on a dit de H moins X bar de H. Ça, c'est la demande nette que sur un seul marché. Demande nette sur un marché H. Et donc, on a fait la demande nette de chaque consommateur. Et si je veux la généraliser pour l'ensemble des
pour l'ensemble des marchés, j'ai qu'à rajouter pour l'ensemble des marchés, ça va être la somme, et pour I allant de 1 jusqu'à L, pas I, pardon, H, excusez-moi, pour l'ensemble des marchés, il doit être égal à 0. Donc ça, c'était pour un marché. Ça, allez, ici, on a dit que c'était I est égal à 1. Hein, et ici, donc ça c'est pour un marché, et ça c'est pour tous les marchés. Tous les biens, on va dire. Donc à chaque bien, un marché. Tous les marchés. Donc, pour tous les marchés, on rajoute juste là la somme. Et voilà comment on écrit la loi de Walras avec l'écriture, on va dire, de DCP. Question suivante. Cette loi est-il respectée? Question 3. Est-ce que cette loi est respectée? On va voir. La demande nette est-il respectée pour 1? La demande est respectée si les consommateurs conservent X, I bar, Y, I bar, c'est-à-dire si les consommateurs conservent leur dotation initiale, c'est-à-dire pas d'échange. Ils gardent 5, chacun garde ses dotations initiales, 5 unités de X pour 5 unités de X et de Y pour le consommateur 1 et 5 unités de X et de Y pour le consommateur 2. Il nous dit, est-ce que si on garde cette même allocation, est-ce que la loi de Walras est respectée? Donc on va calculer la demande nette en prenant en compte ces valeurs qui sont à la fois ressources initiales et à la fois demande entre guillemets l'équilibre. Donc la demande nette, je mets demande nette pondérée. Donc il parle de, ici on a dit ressources initiales, est égal P de X, premier marché, et la demande nette du premier marché. Donc c'est la demande du consommateur 1, c'est la demande du consommateur 1 de 5, mais il va garder 5, moins ce qu'il avait, il avait 5, plus consommateur numéro 2, il va conserver la même quantité 5, et il possédait 5, plus marché numéro 2, 5, le consommateur, pardon, numéro 2, c'est le marché numéro 2, il possédait 5, il garde la même quantité initiale, donc 5, et il avait 5, et pareil, pour le consommateur numéro 2, il avait 5 de Y, et il va la garder pour la consommer, et donc s'il la consomme ce qu'il avait, donc forcément on se retrouve toujours avec 5 moins 5. Et est égal à 0. Est égal à 0. Donc c'est-à-dire la loi de Walras, elle est bien respectée dans ces points. Et on remarque, qu'est-ce qu'on remarque? C'est la remarque que je ne voulais pas vous donner tout à l'heure, je l'ai laissé à la fin. On remarque tout simplement que le point de dotation initiale est un équilibre d'optimum de Pareto, est un optimum de Pareto. Donc ce point de dotation initiale n'est rien d'autre qu'un optimum de Pareto, c'est ce qu'on avait trouvé ici, 5, 5, 5, 5. On a retrouvé la même situation initiale. Donc le point initial est un optimum de Pareto, et on peut vérifier que le TMS du consommateur 1 est égal au TMS de consommateur numéro 2. Parce qu'on a fait les bases des calculs, c'est TMS égale rapport des prix, TMS égale rapport des prix, vu que le rapport des prix est le même pour les deux, donc forcément il y a égalité des deux TMS. Mais si vous refaites donc le TMS du consommateur 1, c'était Y sur X,
y sur x, et donc, pourquoi j'ai mis donc y égale. Vous pouvez refaire le calcul, mais quand on a divisé pour avoir l'équation 4, on a bien trouvé y sur x qui est égal p de x sur p de y. Donc y sur x, c'est bien le TMS. Y sur x, parce que c'est l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y. Y sur x, c'était 5 sur 5. 5 sur 5. Pour le consommateur 1, donc je mets y1 sur x1 plutôt. Voilà. y1 sur x1. y1 sur x1, ça fait 5 sur 5, ça fait... Pour le consommateur numéro 2, on a trouvé la même chose, y sur x, et y2 bien sûr sur x2, et y2 sur x2, y2 sur x2, c'est 5 sur 5, est égal à 1. Donc, le point de dotation initiale est un optimum de Pareto. Donc là ici j'ouvre une parenthèse, donc là je l'ai fait exprès. Donc, vous voyez tout l'enchaînement qu'on a fait pour le consommateur, on maximise sa fonction d'étude sous la contrainte. Après on a refait la même chose pour le consommateur numéro 2. Après on a étudié l'équilibre général pour trouver le rapport des prix. Et déduire pour trouver le rapport des prix, pour qu'on puisse calculer x1 étoile, x2 étoile, x3 étoile, alors que c'était les mêmes que départ. Ça veut dire que dans un exercice, il faut être attentif, si je vois que les dotations initiales respectent la condition d'optimalité qui est, je vous rappelle, sur la condition d'optimalité, ou que l'allocation est Pareto optimale, ça veut dire qu'il appartient à la courbe des contrats, si, on a vu seulement si, condition, que le TMS du consommateur 1 est égal au TMS consommateur 2. Ici, le TMS du consommateur numéro 1, ça ne prend pas beaucoup de temps. Le TMS du consommateur numéro 1, c'est l'utilité marginale de x1 sur l'utilité marginale de y1. Vous faites l'utilité marginale de x1 sur l'utilité marginale de y1 et vous aurez y sur x. y1 sur x1, comme on a fait. Et donc, vous remplacez donc 5 sur 5, ça fait 1. Vous faites la même chose pour celui-là, donc ça c'est encore beaucoup plus simple. L'utilité marginale de x2 sur l'utilité marginale de y2, ça se voit bien que c'est y2 sur x2. y2 sur x2 qui est l'utilité marginale du consommateur numéro 2, qui est le TMS du consommateur numéro 2. 5 sur 5. 1. Ah, le TMS, je déduis que le TMS, donc ça c'est une condition pour que la solution soit Pareto, on a dit, optimale. C'est-à-dire que l'allocation appartient à la courbe des contrats. Si je calcule le TMS 1 et je calcule le TMS 2, et donc je déduis que le TMS 1 est égal à TMS 2, et dans notre cas est égal à 1, parce qu'on a calculé. Donc, les dotations initiales ou dotation initiale et allocation, je mets au singulier parce que c'est qu'un point, point de dotation initiale ou et une allocation Pareto optimale. Donc c'est-à-dire que tous les calculs qu'on a fait tout à l'heure, on a pu s'en passer si on avait déduit dès le départ qu'en fin de compte, cette allocation appartient à la courbe des contrats. C'est une allocation à Pareto optimale. Donc voilà. Et peut-on déduire ce que je viens de dire, donc est égal à 1, et ici on prend en compte, et d'autant que
le rapport des prix, le TMS1 est égal, TMS2 est égal au rapport de prix, vu que le TMS1 est égal à 1, est égal, TMS2 est égal à 1, est égal au rapport de prix, donc le rapport des prix est égal à 1. Et dans une économie de concurrence parfaite, et si on prend en compte le second théorème de l'économie du bien-être, l'optimum de Pareto est un équilibre général pour un rapport des prix est égal à 1. C'est-à-dire, cet optimum de Pareto, la dotation initiale qu'on a déduit que c'est un optimum de Pareto, est un équilibre général, ce qu'on avait trouvé, est un équilibre général aussi, hein, est un équilibre général, et que le rapport des prix est égal à 1. Parce que le TMS égale le rapport des prix, donc si le TMS est égal à 1, ça veut dire que le rapport des prix est égal à 1. Donc voilà. Donc la prochaine fois, il faut être beaucoup plus attentif, d'essayer de voir, d'analyser un petit peu, hein, qu'est-ce qu'on peut déduire, qu'est-ce qu'on peut éviter. Parce que déduire dès le départ que tout simplement, donc ça c'est l'équilibre général, donc ça c'est Pareto optimal, et après vu que le TMS est égal à 1, ça veut dire que le rapport des prix est égal à 1, donc c'est un équilibre général. Et voilà, donc j'arrive à la fin de cet exercice, je vous dis bon courage et à très bientôt.